Bon, cette fois ça y est, ça fait des semaines voire des mois que vous préparez sur Hack the Box, sur Try Hack Me, sur RootMe, que vous révisez vos bases, que vous relevez des challenges et que vous participez à des CTF. Il est grand temps de se jeter dans la gueule du loup. Dans cette deuxième partie, on va disséquer les entrailles de la bête, examiner le parcours de formation et l'épreuve en elle-même qui effraie tant de monde. Et puis avant de terminer cet épisode, on ira regarder un petit peu ce qui se passe après pour faire la transition avec le métier de pentester et éventuellement d'autres certifications. Allez, restez solides et bienvenue sur Cybertalk. On a fait le tour de la partie préparation. Tu passes l'examen. Ouais, alors non, attends. Déjà, on va commencer les cours. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Tu me disais le contenu du cours, donc on a de la vidéo, on a un PDF, des labs, on a accès à des forums, j'imagine, à du support. Exact. On a surtout, bon après le forum, vaut mieux passer par le Discord. Dès qu'on s'inscrit, en fait, et dès qu'on a notre OS ID, c'est l'espèce de petit numéro qu'on vous donne, un numéro d'étudiant entre guillemets. On va vous le demander quand vous allez sur le Discord pour avoir le rôle, et en fait ça nous ouvre plein de channels pour pouvoir discuter des exercices et des labs, pour pouvoir avoir de l'aide ou des précisions justement par les admins sur telle ou telle chose. Le forum qui est bien là-dedans, c'est les différentes mises à jour, parfois les errata erratum du matériel de cours. Peut-être quelques... Si je me souviens aussi, je m'y baladais parce que aussi il y avait à l'époque des gens parlaient de différentes machines et ils donnaient quelques nudges, ça dans le milieu, quelques petits indices pour pouvoir justement casser les machines les plus difficiles. Mais on retrouve de tout, ouais. C'est ça, ouais. Pour plus d'interactivité, on va dire, Discord, c'est très bien. Dans les cours qu'on a et puis dans les épreuves qu'on a, du coup, on a des labos qui sont dispo. Vous a dit à peu près 80 machines. Ouais, si ma mémoire est bonne, ouais. Alors déjà, est-ce qu'il faut qu'on fasse absolument toutes les machines du lab? Il faut qu'on ponne tout ça, ou est-ce que y en a certaines qui sont obligatoires, d'autres optionnelles? Alors c'est à vous de voir, c'est en fonction de comment tu le sens. Ils ont eux des statistiques qu'ils avaient sorties à l'époque, des gens qui faisaient plus on fait de machines, plus on a de chances de réussir, et ça c'est logique, hein, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on aura vu tel ou tel cas de figure qu'on risque de retrouver peut-être à l'examen. De mémoire aussi, il y a des machines qui étaient dans l'examen, qui ne le sont plus, qui sont dans le lab. Ou alors elles sont dans leur partie là, PG, Proving Grounds, soit là, soit dans le labo qui fournissent, mais en tout cas les anciennes machines d'examen peuvent se retrouver dans l'un des deux. Et sur les types d'épreuves, on va dire, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on rencontre en CTF? Tu sais, tu as la partie Pawn, enfin Pawn Reverse, les parties web, tu as des parties système, réseau pur, tu as de la crypto, ce genre de choses. Est-ce que c'est exactement les mêmes catégories ou est-ce que c'est un petit peu différent quand même? En fait, leur labo il est plutôt orienté box. Donc il n'y a pas vraiment de catégorie. Mais ouais, c'est très orienté box. Donc on n'a pas forcément le pourquoi du comment on avance. C'est une machine, elle est peut-être interconnectée ou non, et on y va. Il y a peut-être du web, il y a peut-être pas de web, ça dépend. Les machines qu'il y a dans le lab OffSec, elles sont pas prévues pour du jeu de piste. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup moins à une machine Hack the Box où des fois tu as des choses, je vais utiliser une vieille expression, capillotractées, qui sortent de l'ordinaire. Là, on est plus orienté sur ce que pourrait faire un admin 6 qui ne sait pas faire ou qui a oublié des choses ou voilà, des mauvaises configurations laissées par un potentiel administrateur. Ça me rassure dans un sens. Ouais, ça va pas te rassurer dans l'autre parce que tu vas croiser des choses que tu as déjà vues, tu vas faire ah, mais je connais cette manière de faire. Ouais. Mon collègue fait ça, c'est pas bien. Mais tout le monde fait ça. Mais tout le monde fait ça. Pourquoi? Imaginons donc je suis absolument tous les cours, je fais 95%, 90% des machines. Concrètement, qu'est-ce que je sais faire bon, là. En terminant le cours? Alors, on parle même pas d'examen, mais qu'est-ce que je sais faire? De mémoire, on a déjà quelques bases, on est un peu plus confiant sur les bases du test d'intrusion. Ouais, pour calquer, entre guillemets, le niveau vers les machines Hack the Box, si ça peut permettre à certains de voir des choses. Avec le SCP, on va dire on arrive à la difficulté medium. Ok. Donc ça nous donne les connaissances pour aller jusque-là. Peut-être voir au-dessus, hein. Certains peuvent construire par-dessus. Mais l'OSCP, ça donne de bonnes bases. C'est ça qui est intéressant. Donc on sait comment marchent les choses, surtout quand on les a faites à la main, on a souffert, et on peut facilement construire par-dessus. Une question sur la durée des cours et des labs. Alors toi, tu as fait la formation en 30 jours, donc c'est extrêmement court. Est-ce que pour toi c'était trop court? Est-ce que tu aurais vraiment préféré faire la version 3 mois? Et est-ce que pour toi ça suffit pour arriver à passer la certif? En fait, ouais, comme je disais au tout début, c'est surtout le background qui va t'aider. Donc il y a des choses que j'ai pu comprendre extrêmement rapidement. Il y a des choses qui ont mis un peu plus de temps, hein, typiquement le buffer overflow, où j'ai passé un peu plus de temps à apprendre les détails et sur comment ça marche, etc., etc., parce que je viens pas du milieu du tout.
du développement, donc j'ai dû me réadapter. J'aurais peut-être préféré un poil plus de temps, mais j'avais pas forcément l'argent qui va avec à cette époque-là. Donc ouais, j'avais pris les 30 jours et j'ai dû carburer pour finir le PDF en 15 jours et me laisser à peu près 15 jours pour faire le reste du lab. Voilà, c'était un peu ça le timing. Donc ma vie pendant ce mois se transformait à travail, donc 8h, 18h, et de 18h à minuit, 1h du mat, on bosse le SCP. Voilà, c'était à peu près ça tous les jours, et puis le week-end, c'était full SCP. Ok, alors juste pour que derrière la caméra là vous compreniez ce qui se passe, là moi je vais le passer en 3 mois et je vais galérer. Et ce monsieur, du coup, il l'a fait du coup en 15 jours, les 70 machines. Enfin, pas les 70, j'imagine. Mais... Non, justement, non. Les 15 jours, bon, j'ai pas eu le temps de tout finir, malheureusement. Donc, j'en ai fait à peu près 30 des machines qu'il y a dans le lab. Et en fait, j'ai ciblé, on va dire, intelligemment les machines que j'allais faire. Okay. Donc, j'ai pris, il y a 4 noms qui revenaient souvent. C'était les machines les plus difficiles du lab. Donc, j'avais déjà pour objectif de les faire. Ça, je m'étais gardé ça pour la fin. C'était, je sais plus le nom, là j'ai pas mes notes sous les yeux, mais il y a bien 4 machines qui étaient réputées difficiles. Ça permettait de se casser un peu les dents là-dessus. En plus, ce qui est bien, il n'y a pas de write-up, donc là, t'es obligé de gratter si t'es bloqué, les solutions dans les moindres recoins du forum, ou demander à quelqu'un un petit indice, un aiguillage. Là, tu peux pas faire grand-chose, donc ça apprend pas mal. Et derrière, j'ai essayé de choisir des machines un peu liées, ouais, c'était vraiment les 30 machines que j'ai essayé de choisir le plus possible. Donc je les prenais pas forcément au hasard pour pouvoir travailler dessus. Certes, on a un mois de lab qui se déclenche dès qu'on a le cours. Par contre, derrière, il y a aussi la mise en place de la date de passage d'examen, donc qui se fait. Il y a une durée réglementaire de mémoire aussi pour passer juste après que tu aies fini les cours. Et ça m'a permis aussi d'avoir un peu de temps aussi pour me préparer derrière, faire quelques machines sur Hack the Box ou sur Proving Grounds aussi. T'as fait ton cours, t'as fait entre guillemets un petit break en passant par du Hack the Box, etc. avant de présenter l'examen. Ouais. C'est ça. Donc je m'étais fait 2 ou 3 week-ends comme ça pour pawn 5 box par jour sur les différentes plateformes pour pouvoir m'y préparer, quoi. Donc plus j'avais vu de box, mieux je me portais. Du coup, on va parler un petit peu de l'aspect mental, voire santé mentale même. Ça va dépendre clairement de la version de l'OSCP qu'on va prendre. Il y a des versions, donc, comme tu as fait toi, qui étaient en 30 jours, maintenant c'est plus possible. Ou là tu es sur un sprint entre guillemets, un sprint long quand même. Aujourd'hui on est plus sur 3 mois, donc là ça ressemble à un semi-marathon. Et pour les gens qui font ça sur une année entière, là c'est un marathon complet, voire un ultra trail. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à garder le cap et le focus sur l'objectif quand il y a autant de choses à faire et un temps aussi long? Pour ma part, j'ai été extrêmement déterminé dès le début. C'est l'objectif. Voilà, j'ai l'OSCP point. Donc je voulais pas repayer il y avait plein de choses qui faisaient que je voulais absolument pas le rater. Donc déjà ça fait partie du mental. Donc ça aide psychologiquement à se dire que bon, il faut pas que je l'échoue. Mais ça c'est ma vision des choses, parce qu'il y a des gens, si on leur dit il faut pas que tu échoues, ça leur met encore plus de pression. Moi ça me motivait. C'est l'inverse. Surtout, je pense le meilleur moyen de s'organiser, c'est d'avoir un calendrier tout prévu pour être justement à fond sur les études, et en même temps se laisser du temps pour respirer. Moi j'avais fait comment? Bon, j'avais pas forcément beaucoup de temps, mais c'est ok, quand je rentre du travail, c'est donc de cette heure-là à cette heure-là, je taffe l'OSCP, mais je veux 1 heure de pause entrecalée, où j'ai 2 heures de sport par-ci par-là, donc tout doit être organisé au poil de fesses près, hein, on va dire ça comme ça, pour moi ne pas perdre du temps, mais derrière pour pouvoir respirer, parce que sinon si on se noie pendant le processus, ça va pas nous aider. Il faut laisser le temps de se respirer, de se récompenser, de jouer un peu sur ça, se dire ah tiens bon bah j'ai bien travaillé, bon je vais me faire un petit burger, même si voilà c'est des petites choses où pour moi c'était voilà, c'est le sport. Derrière, puis on se récompense comme on peut, un petit café, un petit donut, faut trouver du plaisir dans la souffrance entre guillemets. Faut essayer de se convaincre que ça fait du bien ce qu'on fait, et avoir une routine, hein, c'est comme pour les préparations physiques, hein, c'est la même chose, c'est une routine. Après, évidemment derrière il faut s'adapter à la personne, hein. Tout le monde ne marche pas pareil, ça c'est une méthode qui marche pour moi, peut-être qu'elle ne marchera pas pour quelqu'un d'autre qui sera plus chaotique, et pourtant
lui va réussir parce que ça lui convient. Une question sur la partie exercice. Donc tout à l'heure, tu nous avais dit qu'on a un PDF de cours dans lequel on a des exos à faire. Il y a la partie labo aussi. Et de ce que j'ai lu, tu dois donc rendre un rapport, en fait, faire un rapport sur tous les exos que tu as fait, ou quasiment. Sur certains labs aussi, il me semble. À quoi ça sert ce rapport? Est-ce que c'est noté? Pourquoi il est là? Alors, si je me souviens bien, bon, si on fait un rapport sur les exos et le lab, pas les extra miles, hein, ou pas, je sais plus. Donc il y a des exercices qui s'appellent extra miles, où en fait c'est des exercices qui vont plus loin et qui permettent d'apprendre encore plus de choses. Ça, je recommande vivement de les faire. S'il y a des exercices que vous trouvez très faciles, bon, bah, vous pouvez passer, que vous connaissez la réponse. Il n'y a pas besoin de les faire. Par contre, les exercices qui vous demandent d'aller chercher un peu plus loin, où il n'y a pas la réponse, vraiment, allez-y, c'est fait pour. C'est pour approfondir les connaissances. Et derrière, ouais, il faut rédiger un rapport d'exo et de quelques machines sur le lab. J'ai plus tous les paramètres en tête, et ça vous donne en fait 10 points lors du passage de l'examen. Donc ce qui peut être intéressant, si on se sent pas trop à l'aise, on peut avoir 10 points entre guillemets gratuitement, hein, pour avoir justement fourni ce PDF de lab avec les exos et les machines qui vont bien. Faut juste relire les... Ok, et on est d'accord, c'est complètement différent du rapport que tu fais pendant l'examen. Ouais, c'est différent, ouais, c'est un rapport supplémentaire en fait. Ok, donc ouais, il y a un réel intérêt en fait à faire ce rapport-là. Ouais. Tu penses que tu vas être un peu juste ou même par précaution C'est ça. Ça peut grandement jouer sur l'obtention ou non en fait de son examen. Alors du coup, on va embrayer direct sur l'examen. Si on parle du format et de ce qu'il faut pour réussir, comment ça se passe en gros cet examen? Évidemment, on va pas rentrer dans tous les détails techniques, parce que j'ai pas le droit, sinon je vais me faire rayer de la carte. Et de la planète. Vas-y, explique-nous ça, c'est quoi? Justement. J'ai pas le droit d'en parler. Okay. En revanche, ouais, on peut parler de tout ce qu'il y a autour. Alors, format de l'examen, c'est 24 heures, plus 24 heures, si je me souviens bien, pour rédiger son rapport. Pareil, il faut regarder. Il y a un excellent guide sur leur site, hein, il y a tout est décrit, sur quels sont les outils à utiliser, à ne pas utiliser, le template, comment doivent être mes captures d'écran, tout est normalisé. Tapez OSCP Exam Guide, tout est décrit là-dessus, c'est parfait pour tous ceux qui se posent des questions, il y a toutes les réponses là-dessus. Donc c'est 24 heures pour écrire derrière son rapport. On a, à mon époque en tout cas, où je l'ai passé avant la refonte, j'ai eu il y a 5 machines, elles valaient chacun des points différents. Il y avait forcément, on le savait, ça du buffer overflow dedans, qui valait tant et tant de points, et donc il fallait avoir un certain nombre de machines. Le total devait faire 70 points pour pouvoir passer l'examen. On n'a pas le droit aux outils automatisés comme Metasploit, SQLmap, etc. Il fallait tout faire à la main. Et c'est parti. Voilà, 24 heures, le bâton, on te lâche dans la forêt, vas-y construis une maison en béton armé. Et il y a un orage qui arrive. Et le précepte de Minecraft. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, quoi. Alors, justement, tu nous as dit que tu avais passé l'OSCP il y a quelques temps déjà. On a eu une mise à jour là, il y a 2020 ou 2021. Est-ce que tu sais ce qui a changé entre ce que tu as passé et ce qu'on passe aujourd'hui? De ce que je me souviens, il y a le format qui a un peu changé, où en fait, il n'y a plus forcément de buffer overflow, mais maintenant, il peut y avoir de l'AD. La distribution des points a changé, mais toutes les spécifications, je les ai pas. Mais il y a une vidéo de John Hammond, je sais pas si tu le suis sur YouTube. Ouais. Un grand youtubeur de cybersécurité qui avait fait tout un panel d'explications sur exactement ce qui a changé, sur quoi il faut s'attarder à travailler. En tout cas, ce qu'ils veulent faire, leur orientation, c'est plutôt d'aller vers l'Active Directory. Et c'est normal parce que c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des cas en entreprise. Donc l'examen se porte sur des machines individuelles et derrière sur de l'Active Directory. Ouais, bah c'est présent de partout de toute façon. Donc, oui, voilà, c'est logique. Alors là-dessus, justement, j'ai un ancien collègue à moi qui l'a passé il y a très peu de temps, il réussit l'OSCP. Ah, bah, bravo à lui. Ouais, bravo. Du coup, de ce qu'il nous disait, bah, effectivement, tu as plusieurs machines type Active Directory dedans. Ouais. Et a priori, du coup, tu as forcément un AD, plus, enfin, un contrôleur de domaine, plus 2 machines clientes derrière. D'accord. Le domaine contrôleur plus les 2 clients, ça te fait quelque chose comme 50 points ou 40 points, je sais pas. Ouais, j'ai plus tout en tête non plus. Je l'avais lu à un moment donné, mais ouais, c'est devenu inutilement compliqué, je trouve. Mais bon, après, c'est... Bah, du coup, ça te force, entre guillemets, à faire la D. Parce que si tu le réussis, du coup, tu as plus ou moins 50 points presque direct, en fait. Si tu as les labs à côté avec le rapport, par exemple, tu as 60 direct. Ouais, et si tu réussis
une machine user plus root, voilà, ça ton examen quoi. Et aussi ouais de mémoire, aléatoirement peut tomber ou non du buffer overflow. Faut pas le négliger parce que s'il tombe et qu'on s'était pas préparé, ça peut faire mal. Ouais, parce que le buffer overflow, c'était dans ce que je lisais de l'ancienne version de l'OSCP, c'était le truc quand même, alors pas cadeau, peut-être pas cadeau, mais c'est le truc que les gars faisaient en premier. Ouais, c'est ça parce que on le travaillait au maximum. C'était une fois qu'on l'avait travaillé et qu'on avait la méthode, c'était ce qui est le plus facile à passer en fait. Le concept entre guillemets pour les gens qui commencent, c'est très dur à appréhender, mais une fois qu'on a la méthode et qu'on a compris comment ça marche, c'est extrêmement facile à réaliser. Donc effectivement, c'était des points entre guillemets gratuits. Qui ne le sont plus. Non, ils ne le sont plus, mais maintenant, comme ils peuvent tomber de manière... Et c'est bien fait, hein, parce que si on s'y prépare pas, on n'est pas très bien. Tu sais ou tu sais pas. Pour toi, est-ce qu'il y a une stratégie payante ou qui a payé pour toi sur l'examen lui-même? Ouais, se reposer. Voilà, la stratégie. Vraiment, c'est la meilleure stratégie que je peux vous conseiller, c'est prendre le temps quand on bloque sur un problème, d'aller souffler, ne serait-ce qu'une heure. Je sais que ça fait une heure dans 24 heures, là on se dit oh mon dieu, je suis en train de perdre une heure, mais non, votre cerveau derrière continue à réfléchir, vous prenez votre café, vous faites un peu autre chose, derrière vous revenez avec peut-être une autre idée toute fraîche que vous pouvez essayer. C'est vraiment la gestion du temps, il faut savoir le faire, parce que si on est fatigué, on risque de refaire les mêmes choses encore et encore et encore sans s'en rendre compte. C'est ce qui m'était un peu arrivé au bout d'un moment lors de l'OSCP. J'avais fait 8 heures d'affilée au tout début et là je commençais à saturer, je commençais à refaire la même chose sans m'en rendre compte. Ça marchait pas, je refais la même chose. En fait, ouais, je me suis dit bon, en fait là, en plus j'ai faim, j'ai plus trop envie de continuer, donc bon, je vais prendre ma petite pause, je vais manger, je vais aller respirer. Prenez le temps de dormir aussi, soyez frais lors du passage de l'examen, dormez pendant aussi, hein, de toute façon il faut dormir. Au minimum 6 heures. Pareil, le cerveau a besoin de dormir. Si on ne dort pas, on risque que pas mal de soucis. Ne serait-ce que de soucis de santé. Hein. Oui, effectivement. Oui. Rien que ça, hein. Rien que ça, café plus pas dormir, on peut mourir au bout d'un moment. Je conseille vraiment de dormir. Et ça permet derrière aussi de se réveiller frais et attaquer le problème une fois le cerveau reposé, quoi, entre guillemets. Parce que, ouais, pour imager un peu plus pour les personnes qui n'ont jamais trop vu l'examen, quand on lit un peu des vécus de personnes qui l'ont passé, ou de personnes qui ont envie de le passer, en fait, on se rend compte que les gens arrivent dans un état de stress qui est assez intense, en fait, dû au format qui est hyper contraint, hyper compressé en fait sur 24 heures. Et limite, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le fait qu'on te dise que t'as que 24 heures qui fait que t'es complètement stressé, alors que si on te disait vas-y fais-moi 70 points, limite ça irait mieux, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est la particularité des autres examens, notamment de Learn Security. Le CCPT, il laisse, je crois qu'il laisse 5 jours, ensuite encore quelques jours pour justement te permettre de rédiger ton rapport tranquillement. C'est différentes manières de faire après, hein. Parce que parfois on peut être chez un client, il faut faire ça, on a un nombre de jours défini, faut savoir gérer son temps aussi dans le monde professionnel, tout ça dépend, que ce soit l'une ou l'autre méthode, mais effectivement oui, on aurait peut-être moins l'impression si on nous disait voilà, fais 70 points. Est-ce que tu penses que ça t'a servi cette expérience de cette pression en fait que t'as ressentie pendant cet examen? Est-ce que ça a pu te servir toi en milieu professionnel après? Oui, largement, vraiment après avoir passé l'examen, je me disais bon bah j'ai passé un gros examen, mais du coup tout ce que j'ai passé avant c'était nul. Ouais, carrément. Vraiment, non mais c'est ça, tu te dis bon bah le reste c'était nul. À côté, examen, enfin j'ai trouvé cool, j'ai appris à gérer mon temps, j'ai passé une épreuve, j'étais un peu sous l'eau pendant quelques moments, mais si on retient les points à améliorer, et on devient une meilleure personne après ça, quoi. Et derrière, ça permet de mieux gérer certains projets alors qu'on te met une énorme pression. Ça permet d'être, on va dire, enfin en tout cas pour moi, peut-être d'autres ça les stressera encore plus. Moi ça m'a permis d'être un peu plus chill sur pas mal de choses et pourtant de pouvoir travailler de manière efficace sur un laps de temps assez court. Concernant l'examen, est-ce que tu aurais certaines astuces par rapport aux notes et par rapport au rapport? Parce que je rappelle, on a la première épreuve de 24 heures, ou l'épreuve technique on va dire, on doit attaquer les machines, mais ensuite on a encore 24 heures pour produire le rapport et le livrer. Est-ce que tu as des astuces là-dessus? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu attaques d'abord et ensuite tu reviens sur ce que tu as fait? Est-ce que tu notes au fur et à mesure? Je notais de mémoire, c'est ce que je fais toujours, de A à Z ce que je fais. Ça prend plus de temps au final. Donc dans ces 24 heures en fait, normalement qu'on doit rédiger, en fait je rédigeais en même temps. Et en fait par exemple les 24 heures de rédaction ont pris que 2 heures. Parce que j'avais déjà tout de rédigé. Okay. J'ai remis en forme, j'ai relu 50 fois.
pour être sûr de pas avoir pour manquer, voilà, rien manquer, aucun flag, pas de faute, tout aux normes. Et puis c'était envoyé. Et comme Ok. ça, en fait, au moment où on le fait, on a déjà les bonnes captures d'écran parce que tout est normalisé. On a les bonnes captures d'écran avec le bon format. En plus, si on commence avant, si on a une erreur quand on relit, l'examen est ouvert, donc on peut vite rechoper une capture d'écran. Moi, je l'ai fait en même temps. Il y a des gens qui préfèrent prendre vite fait quelques captures, quelques notes et rédiger après. Moi, j'ai tout fait en même temps. Et t'as pas le droit d'enregistrer ton écran et de revenir dessus après? Non, c'est plus autorisé avant. Avant, je crois qu'on pouvait faire des timelapses parce qu'on peut Ouais. retrouver sur des vidéos YouTube, il y a des gens qui font le timelapse de l'examen. C'est plus autorisé. Bon, ils floutent l'écran évidemment, logique. Mais ouais, il y a plus le droit de ça, il y a plus le droit de s'enregistrer. D'ailleurs, c'est eux qui nous enregistrent. Ok. On est surveillé sur ce qu'on fait au niveau de l'écran et sur la caméra. Du coup, c'est vrai que ça, on l'a pas abordé, mais tu fais effectivement l'examen chez toi et t'as un système de proctoring, c'est-à-dire que en gros, ils prennent possession de ton PC. C'est ça. Ok. On va faire possession. C'est pas comme TeamViewer où ils peuvent contrôler ta souris, mais D'accord. en tout cas, ils voient exactement ce que tu fais. Ok. Ah, il y a un flux vidéo constant de tes deux écrans, qu'il faut déclarer, comme à la douane. Là. Ça rigole plus à ce niveau-là. Donc tout est. Ils disent proctored C'est rassurant aussi, c'est-à-dire que t'as quelqu'un qui arrive aujourd'hui avec l'OSCP sur le sur le marché, t'as marché. très peu de chances que ça soit un faux. C'est ça. Donc ouais, on est surveillé. T'as déjà entendu des histoires de mecs qui ont triché là-dessus d'ailleurs ou... J'ai entendu des histoires. Après, j'ai entendu des histoires aussi que les mecs qui trichent, ils se font vite dégager. Ok, Euh, ils sont efficaces. Donc, ouais, ils sont assez efficaces là-dessus. Après, je m'intéresse vraiment pas à ça du tout. Ok. Je préfère pas avoir de problème, hein, surtout à ce niveau-là. Tu J'aime m'étonnes. bien leur contenu, j'aime bien leur truc, donc j'ai pas envie qu'un jour on me dise tiens, tes certifs, déjà, bon, bah, elles sont révoquées, et en plus, tu peux pas en passer. Donc voilà, c'est plus de 2000 € perdus, la flemme. Oui, non, et puis bon, c'est pas le but. S'ils font un taf de qualité, autant aller jusqu'au bout, quoi. Bon, imaginons, je passe mon OSCP, réussi du premier coup, 100 points en 3 heures. Parfait. Ok. C'est bien, t'as pas rigolé, ça. C'est gentil. Non, mais il y a pas de. Nickel, bien joué à toi. Imaginons donc je suis jeune certifié de l'OSCP et je veux aller me trouver un boulot de pentester junior. Parce que c'est fait pour ça, l'OSCP, on me l'a vendu comme ça, c'est fait pour ça. Est-ce que ça va vraiment m'ouvrir des portes au niveau recrutement si je vais dans la première grosse boîte de sécu française? Est-ce que ma certification va être reconnue pour un job de pentester junior? Alors, je pense pas être la meilleure personne placée pour répondre à cette question. Je dirais que oui. Et là, comme ça, de but en blanc, l'OSCP aujourd'hui, c'est reconnu, ça passe certaines barrières RH, on est déjà un peu plus écouté quand on veut avoir un poste de pentester junior. Malheureusement, c'est pas comme ça que moi j'ai fait, donc je peux pas te dire oui ou non. Et Ok. je suis pas forcément non plus à l'écoute absolue du marché. En tout cas, de ce que j'ai vu lors de différentes descriptions de postes, la première chose qu'on voit, c'est certification OSCP ou équivalent, GPN, etc. En tout cas, il faut l'avoir pour les postes de pentester junior ou même senior. Hein, des fois, c'est l'OSCP dedans. Donc Ok. les diplômes plus les années d'expérience vont déterminer le poste. Ok, donc toi t'as fait du pentest avant d'avoir l'OSCP ou t'as eu l'OSCP? J'ai fait un peu de pentest avant, et Ok. ensuite j'ai passé l'OSCP pour dire que voilà, je fais des choses aussi sympas, pour me dire que j'ai le niveau, me challenger un peu aussi. Alors, ça, je sais pas si tu as accès avec ton expérience ou pas. Niveau salaire, ça gagne quoi un pentester junior et un pentester un peu plus confirmé? Je pense que là, ça va dépendre de là où on se trouve. Donc, si tu es en région par rapport à Paris, ce que j'ai entendu en entrée. Après, en plus, le problème de la France, c'est en fonction de tes diplômes, les expériences qui vont derrière, quel âge tu as. C'est compliqué. En région, on serait aux alentours pour un junior, aux alentours de 38, 40K brut. Et en senior, ça dépend, 50, 60. Sur Paris, évidemment, ce sera toujours un petit peu plus pour payer le loyer de 1 million de dollars par mois. Ouais, c'est ça. Pour Voilà. s'acheter la tour Eiffel tous les mois, ouais. Ouais, mais en fait, on peut se calquer quand on commence pentester sur les salaires d'ingénieurs système ou réseau qui ont quelques petites années d'expérience. Parce que
Le pentester, ça demande un peu plus de connaissances et de synthèse. Ouais, Mais après, malheureusement, ça dépend de ton niveau qu'il y a derrière, de comment tu as négocié, de quelle est la société, est-ce que tu es en client final ou dans une ESN. En général, les ESN, ça paye un peu moins bien. Il y a trop de facteurs. Pour ceux qui sont pas forcément familiers avec le net, le brut, etc., ce que tu viens de me dire là, 38-40, ça fait, on va dire, entre 2000 et 2500 balles par mois à peu près. Ouais, c'est ça, c'est à Après peu près impôt, ça. en gros, ça. Je pense en plus, on n'est pas loin du salaire médian français, médian, hein, Ouais. qui doit être à peu près à 3000 bruts. Donc, c'est vraiment très bien. C'est un bon niveau de vie. En junior, c'est assez impressionnant. Bah après, en fait, c'est vrai que tu payes déjà une expertise. On dit junior, mais en fait, non, t'es déjà quelqu'un dans l'IT qui a une spécialisation en cybersécu, donc C'est ça, c'est ça. c'est un peu trompeur, c'est vrai, le terme junior. Très bien. Donc, imaginons, j'ai mon nouveau poste, ça y est, je suis pentester junior. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des outils? Tu me disais tout à l'heure, par exemple, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser tout ce qui était automatisation. Donc, tu nous as parlé, il me semble, de SQL Map. Interdit, ouais. Hmm. Donc, Metasploit interdit. Ok. De toute façon, il y a aussi. Il y a Et du coup, ça exam change quoi en restrictions. entreprise? T'as le droit d'utiliser ça? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que Metasploit, c'est utilisé en entreprise? Bien sûr, oui, oui, c'est utilisé en entreprise quand on n'a pas d'argent. Donc, en général, on achète Cobalt Strike, Burp Pro, mais ouais, on l'utilise. Moi, ça m'est égal, hein, ça marche très bien, hein, tant que l'outil marche et on sait s'en servir, c'est pas un souci. Après, ouais, c'est juste pour l'examen. En fait, on veut que tu saches tout faire à la main pour bien comprendre ce que tu fais. Donc, forcément, Metasploit ou Metasploit Pro, peu importe, tout ce qui fait de l'exploitation automatique, hein, entre guillemets, c'est interdit. Tout ce qui est automatic exploitation, DB Autopwn, Browser Autopwn, SQL Map, SQL Inject, Mass Vulnerability Scanners sont interdits, Nessus, OpenVAS, etc. T'as pas le droit à Nessus ou à des trucs comme ça, ouais. C'est ça. Alors j'ai juste raconté une bêtise en disant que Metasploit est interdit. En fait, il est pas forcément, il est autorisé sur une machine. C'est ça, Effectivement, c'était ouais. ça la petite astérisque. J'ai bien fait de le relire. On a le droit d'utiliser Metasploit sur une seule machine. Et Et du coup, ouais, évidemment, c'est on a vrai le droit que- d'utiliser Pattern Create et Pattern Offset pour la partie Ah, buffer overflow. overflow, ouais. La volonté. Euh, Mais ouais, Metasploit sur une seule machine de notre choix. Si on a utilisé ne serait-ce qu'une fonction sur cette machine, on n'a pas le droit d'utiliser Metasploit ailleurs. Ouais, c'est-à-dire même un check de vulnérabilité, c'est terminé. C'est ça, Ouais. ouais, c'est terminé. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est assez puissant quand même, parce que je me souviens une des premières box que j'avais fait sur Hack the Box, c'était, je me souviens plus le nom, mais c'est celle où tu vas exploiter Eternal Blue. Et alors pour le coup avec Metasploit c'est fait en 2 secondes, hein. Tu sélectionnes le module et puis bim c'est terminé. Et pour le faire à la main je me souviens que j'avais bien galéré quand même pour trouver un exploit qui marche. En plus à combiner avec le fait que la box plante toutes les 2 secondes à cause on va dire de l'agressivité de l'exploit derrière, c'était compliqué et c'était vraiment le jour et la nuit entre la box avec Metasploit ou sans Metasploit. Ouais. Donc, ouais c'est quand même un bon handicap quoi. C'est ça, et ça permet de bien aussi de saisir le fonctionnement de certains exploits qu'on fait à la main. Et donc surtout qu'il faut les modifier, donc forcément si tu sais pas lire le Python et le comprendre, bon bah c'est le but de cet examen, c'est de pouvoir démontrer que on comprend ce qu'on fait. En tout cas un minimum, qu'on sait lire du code, qu'on peut le modifier si besoin. Ça a l'air du bas niveau comme ça, mais il y a des gens qui ne savent pas le faire, même après en étant ingénieur, ils prennent un script PowerShell pour effectuer leurs tâches, ne le modifient pas et ça peut péter toute une infra. Je trouve ça assez cruel quand même parce que tu regardes le cours de l'OSCP, ils t'apprennent à te servir de Metasploit en fait, ils te montrent à quel point c'est Ouais, et puis complètement derrière, craqué. t'as pas le droit. Et après, non, en fait, t'as pas le droit. Garde ça, garde ça. Ouais, sur une seule machine. Mais oui, bon, c'est comme ça, hein. Après, effectivement, dans le milieu professionnel, tu utilises ce que tu veux, en soi. Sauf restriction de ton client, Ouais. mais sinon, il n'y a pas de restriction, on utilise ce qu'on veut. Tant qu'on est habitué avec et qu'on sait ce qu'on fait, toujours. Ouais, parce que c'est ça le danger, c'est d'appuyer sur un bouton et de déclencher un script Exactement. de la mort. Ouais. Les outils d'automatisation, c'est très bien, hein. Ça permet de faire gagner énormément de temps. Par contre, si derrière, ça fait Metasploit goes brrr, mais on sait pas ce que ça fait, ça peut faire vite brrr dans un renvoi pour faute grave.
parce que la prod du client est tombée, quoi. Ouais, et encore pour le personne qui a appuyé sur le bouton, en général ça se finit plus ou moins bien, mais pour ouais, pour la boîte en question, ça peut très mal finir, ouais, derrière. C'est ça. Si on parle un petit peu plus du métier de pentester, ou en tout cas de pentester junior quand on démarre, j'ai l'impression que quand je vois du hack the box, quand je vois les cours de l'OSCP, que je commence, je fais un peu de recon, j'ai mon foothold, et genre 10 minutes après, je suis devenu root ou domaine admin. En entreprise, est-ce que ça se passe comme ça aussi ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé? Je dirais que c'est nuancé, mais on va dire, garde-toi le droit de surprise, parce que tu peux être vite choqué par les mauvaises pratiques qui sont laissées, notamment dans le milieu public, où il y a des systèmes à l'abandon depuis des millions d'années, où on retrouve des choses absolument impensables. Vraiment. Donc, des poll kits en un clic, par exemple. Oui, ça, je pense que ça existe. J'ai pas eu le temps vu que c'est sorti récemment, de le tester, mais il y a des trucs. Des fois, c'est des trucs tout cons. Je vais en raconter un, mais donc je vais garder ça très anonyme. Donc c'est voilà, un service public. Il y a un système Unix à l'abandon. Donc c'est voilà, c'est une page web. C'est un serveur web, etc. Il y a une page web. Sur cette page web, on peut aller s'identifier auprès de l'Active Directory parce que ça sort je ne sais quelle information qui va bien. La page web est un peu mal faite. On peut avoir un reverse shell de machine. Voilà, on est www-data. Sauf que dans ce bind Active Directory, qu'est-ce que la personne en charge de ce serveur a mis en place pour pouvoir aller chercher les données de l'Active Directory? Elle a utilisé quel compte? Roulement de tambour, domaine admin. Oh non. Évidemment, non. comme sous Unix, voilà, tout est fichier, le mot de passe est en clair, puis en plus le fichier avait des mauvais droits, donc moi je pouvais les lire très facilement. Voilà, c'est Ouais, le c'est genre chaud. de mauvaise Non, pratique c'est que... chaud. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Ok. Le genre de mauvaise pratique qu'on peut retrouver très facilement dans certaines entreprises qui n'ont pas la politique, une politique de sécurité, on va dire, accrue. Ouais, politique ou budget. Bon, là pour le coup, c'est Politique politique. ou budget, hein. Plus ce que tu nous racontes. Ouais. Un peu des deux peut-être aussi, hein, parce que sans pas de budget, pas de politique et vice-versa. Ouais, pas de palais, pas de palais. Voilà. Effectivement. Bon, bah ça me rassure et pas du tout en même temps. C'est pas très rassurant parce que tu fais confiance à ce genre de service tous les jours. Et évidemment, il y a des boîtes bien plus sécurisées que d'autres, notamment le milieu bancaire, qui ont une red team qui teste tous les jours leurs moyens de défense. Ça dépendra des entreprises où tu tomberas. Mais après, by design, l'Active Directory est pas forcément très bien fait, donc il y a toujours moyen de devenir domaine admin. Ouais, j'ai quand même souvent entendu parler que dès que tu avais un Active Directory, tu avais quand même un sacré paquet de chemin jusqu'à la nuit, et que c'était rare que ça reste intouché, quoi. Oui, sauf si tu te fais arrêter avant par l'équipe Blue, mais si t'es un bon TDA... quoi qu'il arrive. Une question donc sur le métier, j'ai l'impression que tu as un peu une séparation à un moment entre des personnes qui font un métier plus d'analyste, faire du scan de vulnérabilité en fait avec des outils automatisés, et derrière ils vont interpréter, qu'ils trouvent, et derrière produire un rapport à leur client. Les GRC. Et la partie vraiment avec les mains dans le cambouis où tu vas aller faire le pentest à la main entre guillemets. Est-ce que c'est possible, sans dévaloriser la partie analyse de vulnérabilité, mais de devenir un bot derrière un scanner automatisé une fois C'est très péjoratif ça. Bah oui, un peu, mais en fait, comment dire, tu peux très bien choisir de faire ça en fait de ta carrière, c'est pas ça le problème, mais je veux dire, si tu fais de l'OSCP, tu te destines à mon avis pas à ce genre d'activité. En fait, malheureusement, de ce que je lis et des retours que j'ai, c'est un fonds de roulement aussi pour les entreprises. C'est plus facile à vendre, ça demande moins de ressources, ça va plus vite, ça rassure les entreprises, donc ça devient vite un fonds de roulement. Bon bah on allume son Nessus, on vend 2000 balles le papier. Okay, et voilà, et derrière on peut vendre de la prestation. Malheureusement c'est comme ça que ça tourne, parce qu'on peut pas forcément vendre non plus que des missions de pentest tout le temps. C'est, je sais pas moi, un pentest interne une à 2 semaines avec les 1500 en TJM. Il y a des entreprises qui peuvent pas se le permettre. Ouais, ça chiffre, donc, chiffre très vite. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un risque à le devenir? Je ne sais pas, mais il faut aussi voir la réalité du business qu'il y a derrière. C'est des choses qui font on va dire vivre les entreprises. En fait,
fait, j'imagine que ma question derrière, c'est vrai qu'elle est peut-être mal tournée parce que je le veux pas comme étant péjoratif, mais toi, quand t'es sorti de l'OSCP, par exemple, t'avais quand même un sacré bagage technique, toute une méthodologie. Ma question, j'imagine, c'était est-ce que du coup tu deviens un exécutant derrière des outils automatiques, vu que tu as le droit de les utiliser maintenant? Alors, je parle de Nessus, d'OpenVAS. Effectivement. Ouais, Je vois l'idée de ta question. Ouais. tu vois, Je- est-ce que, ouais. tu vas devenir du coup juste simple exécutant et puis tu vas connaître la théorie derrière, ou est-ce que tu vas quand même aller crafter des trucs à la main encore En fait, on peut s'arrêter là où on veut en soi. Je pense pas qu'il y ait de mauvais choix si on aime bien ce que l'on fait déjà. Après, la sécurité veut, enfin le milieu veut qu'on se mette tout le temps à jour, qu'on essaye d'apprendre le plus possible, qu'on reste aiguisé aux nouvelles, tout simplement, qu'on fasse de la veille, apprenne comment tout marche, comment tout fonctionne. Après, c'est de la curiosité personnelle. Moi, par exemple, j'ai pas forcément non plus là en ce moment beaucoup le temps de crafter mes outils, même si j'en ai fait un, voilà, que j'en avais besoin à ce moment-là. Mais il faut aussi prendre le temps d'apprendre à les faire aussi. Donc pour pouvoir faire ces outils-là, j'ai dû passer par l'OZEP, typiquement, mais ça demande aussi du temps. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps. Est-ce qu'on peut leur en vouloir pour ça Non. Et puis même en faisant, je pense que derrière, sur certaines missions, on se dit bon bah ça marche pas, bah va falloir peut-être que je le fasse mon propre outil. Au final, on sera toujours amené à soit utiliser autre chose, bon bah voilà, tant pis, on va sur un autre outil, ou alors à se dire bon ça me plaît pas, comment je pourrais l'améliorer, et si je peux pas mal l'améliorer, est-ce que je peux pas faire un truc moi-même? Ok, donc là, on va dire que j'ai mon job de pentester depuis quelques mois, quelques années peut-être. Qu'est-ce que je peux viser après ça? Une fois que j'ai mon OSCP, mon premier job, que j'ai fait mes premiers pentests, à quoi je peux prétendre après ça? Bah, si on veut s'enfoncer dans la technique, ouais, on peut aller on peut viser la Red Team, on peut viser, je sais pas s'il y a d'autres métiers bien spécifiques à, il y a la Purple Team, T'as toutes les couleurs team. ouais, c'est ça. Et je sais qu'il y a énormément de métiers qui vont derrière, ne serait-ce que si on cherche sur LinkedIn les descriptions de postes, pardon, Ouais. avec le SCP, il y en a une tonne. Si on a envie d'être RSSI, pareil, on peut le devenir. Donc, Oui, même non, si ça c'est peut pas faire le un parcours très bon habituel, bagage, oui, c'est vrai. ouais, ça peut être un très bon bagage. Et la différence du coup entre Red Teamer et Pentester? C'est la Red Team va vraiment utiliser tout son arsenal pour pouvoir essayer de corrompre le système d'information, de le rendre inopérant au plus possible et de rester un peu invisible et sous les radars. De ce que j'avais vu, tu avais une notion aussi d'objectif, c'est-à-dire que le pentest est là pour pointer un petit peu toutes les failles qui vont trouver, Exactement, ouais, toutes les failles vulnérabilités, disponibles. Ouais. alors que la Red Team veut juste passer en fait et prouver que c'est vulnérable, quoi. Là, par exemple, c'est bon, j'ai retrouvé l'article de Choc. La Red Team, donc je le cite, hein, est une équipe composée de plusieurs membres dont les tâches peuvent être diverses et dont l'objectif est de tester principalement le temps de réponse des équipes de sécurité défensive. Elle doit penser à varier ses TTP, donc Tactics, Techniques and Procedures, et donc innover et proposer de nouvelles charges malveillantes pouvant contourner les mesures en place pour challenger les équipes. Voilà, donc vraiment on est plus sur de la simulation quasiment d'un APT et de justement simuler en fait une attaque comme elle se passerait réellement dans une entreprise et de voir comment en fait l'équipe en face réagirait. Tu fais de l'entraînement en fait de la team de réponse à incident et de ta blue team derrière. Ouais, c'est ça. Là où le pentest, toi ce que tu fais aujourd'hui c'est plus un test ponctuel on va dire sur une entreprise. Exactement, un test ponctuel sur un maximum de ces vulnérabilités exposées où j'essaye justement d'en trouver un maximum quoi. J'essaye pas non plus d'être le plus discret possible, c'est pas le but d'un pentest. Ça peut arriver, il y a des fois des missions où il faut faire de l'évasion antivirus ou de l'EDR qui est en place. Mais clairement, si il y a une alarme qui sonne, c'est pas très grave. Tu nous as dit au départ de l'interview que tu avais passé l'OZEP. Exact. Donc c'est toujours une certification d'Offensive Security. C'est quoi? C'est la suite logique, il me semble? Je sais pas si c'est la suite logique parce qu'en fait ça se découpe aujourd'hui en 3. Donc avant c'était l'OSCE, Certified Expert, je me souviens bien, et en fait ils l'ont coupé en 3. Qu'avant ça regroupait toutes les catégories qu'on va citer et c'était un peu chargé pour pas grand chose. Là ils l'ont coupé en 3 et en plus ils sont allés au fond des choses sur les 3 certifications. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle s'appelle l'OSCE 3. Il y a l'OSWE qui est Web Expert, donc comme son nom indique on va faire principalement du web. Elle est plutôt orientée audit de code source, plutôt du white box testing, donc on a une base de code et on essaie d'identifier les vulnérabilités et écrire un POC. On a
l'OZEP, donc celle que j'ai passée, on s'attarde plus sur l'exploitation d'infrastructures et de l'évasion antivirus, et de l'évasion d'autres mesures de sécurité, IDS, IPS, etc. Et enfin, on a l'OZ, donc Exploit Développement. Bon, là, c'est pour la partie Windows. En fait, on va aller encore plus loin que le buffer overflow qu'on a travaillé à l'OSCP, mais le but, c'est de bypass certaines restrictions, donc DEP, notamment ASLR, la tout ça. c'est ça, SLR, SEH, faire des repchains, etc., etc. Alors, pour ceux qui ont vomi avec la suite d'acronymes qu'on vient de sortir, en gros, ce sont des méthodes qui sont là pour arrêter les buffers overflow, et donc qu'on apprend à contourner, a priori, dans l'OSED, c'est ça? C'est ça. Tu nous as parlé de l'OSCE 3, donc ça veut dire qu'en fait, Oui, c'est ça. Ah, c'est un peu la masterclass au final. J'en sais rien, c'est juste que moi ça m'apprend des trucs. C'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, Ton objectif, je m'en c'est fous ça. d'avoir le grade de général. Moi, le but, c'est de pouvoir apprendre le maximum de trucs. Et comme j'aime bien leur façon de faire, moi ça me dérange pas. Il y a des gens qui détestent évidemment les cours d'OffSec parce qu'ils te prennent pas tout à fait par la main, mais ils te prennent la main suffisamment pour t'envoyer dans un arbre. Donc, j'aime bien cette image. Donc, il y en a qui aiment pas ça du tout, parce qu'ils se sentent un peu violentés, si je puis dire. Et moi, j'aime beaucoup. Ça me permet de me faire sortir de ma zone de confort et d'aller apprendre certaines choses par moi-même. C'est du semi-guidé. J'ai besoin quand même d'un minimum de structure pour apprendre. Je suis pas tout à fait à l'aise en étant autodidacte. Si j'ai un socle de base solide grâce à leurs cours, justement ça me permet d'aller encore approfondir des choses. Notamment l'OZEP, c'est assez basique en termes d'évasion d'antivirus. Bon, ça peut paraître pour certains qui le passent un peu hautain, mais effectivement c'est assez basique parce qu'aujourd'hui on a des EDR, on a des nouvelles technologies qui évoluent tous les jours. Donc l'OZEP est déjà dépassé en termes de connaissances. Ça te donne encore de bonnes bases solides sur ces sujets-là, qui sont encore plus poussés, qui te permettent derrière d'aller chercher par toi-même d'autres techniques en fait, et explorer d'autres choses, notamment certains outils comme dInvoke, Hellsgate, Hallowgate et des joyeusetés de ce type-là qui permettent de bypass notamment les nouvelles types de protection qu'on a aujourd'hui. C'est assez terrible de t'entendre parler comme ça parce que quand t'es dans l'OSCP, en fait, t'en prends déjà plein la tête, en gros. T'as vraiment l'impression d'être dans quelque chose de avancé, mais du coup, là, tu me parles de la certif qui est après et t'es en train de me dire que c'est basique. Donc... Ouais, malheureusement, c'est toujours comme ça dans la sécurité. On arrive à. Enfin, dès qu'on l'a passé, on se dit, bon, ce qu'il y a après, ça a l'air dur et au final, c'est que le début. Ouais, c'est à force. C'est toujours comme ça, ouais. Alors en parlant du stade final, j'en ai vu une de certif qui m'a semblé rigolote, mais je t'avoue je connais pas trop le principe réel, je sais pas si tu la connais, c'est l'OSEE. Ouais, je connais, ouais. De ce que j'ai lu, mais j'ai pas vu de doc ou quoi là-dessus, c'est une certif que tu ne peux passer que à la DEFCON. Que en présentiel. T'as déjà entendu parler de gens... C'est à la Black Hat, à Black Hat USA. Black Hat, ok, d'accord. T'en connais du monde certifié par ce truc-là ou... Alors j'en connais un, mais de loin. Okay. Mais c'est tout. C'est tout. Et il est quoi, du genre méga brutas ou Ouais. D'accord. Méga brutas. Ouais, on est sur un bon examen bien costaud aussi. Donc là, en fait, c'est dans la continuité entre guillemets de l'OZ. Donc dans l'OZ, on fait du 32 bits et là, on passe sur des choses encore plus complexes et sur du 64 bits. Donc tout devient encore, je pense, parce que c'est vraiment pas forcément mon domaine, encore plus compliqué. Donc a priori, là, c'est ce que je lis. This is the hardest course we offer. It requires a significant time investment. Donc ouais. Et surtout beaucoup d'argent, parce que bon, il faut y aller au Black Hat, se payer l'hôtel, faire les 72 heures d'examen. Ça a l'air pas très drôle et ça m'attire beaucoup. J'espère un jour pouvoir avoir le niveau aussi pour la passer. Impec, bah écoute, je dirais la même chose quand j'aurai 2 certifs de plus. Voilà. On verra après l'OS3 si je suis démotivé ou pas. Ouais, du coup il t'en manque 2, c'est ça, pour avoir l'OS? Ouais. Et en manque 2, là je prépare tout doucement l'OSW et après je ferai l'OZ à la fin. Okay. Et après l'OZ, on a une toute petite pause et on recommence. Très important les pauses, voilà. 2 certifs et une petite pause, c'est important. Voilà, une petite pause au moins de 1 minute et après on reprend. On arrive à la fin des questions que j'avais moi de mon côté. On va clôturer gentiment cette interview. Est-ce que tu aurais des personnes, des événements, des chaînes, peu importe, des entreprises, des gens à conseiller, à suivre,
qui te plaisent particulièrement. Ouais, justement, enfin, on en parlait de Meetup, pardon, à The Box FR, donc particulièrement Euz, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, pas physiquement encore, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel qui apprend bien et il fait l'événement, du coup, le Meetup HTB, qui essaie de transmettre un maximum d'infos aux gens qui veulent se lancer. Pareil pour Hamza, une grosse dédicace aussi à Hamza de Halform, qui prend toujours le temps d'apprendre aux autres et d'apprendre. Donc toutes ces personnes-là, si vous pouvez les suivre, toujours un plus. Et évidemment, dédicace à un certain Hackback, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Avec ses premières vidéos YouTube, il m'a tout de suite plu. Vraiment, contenu incroyable. N'hésitez pas sur sa chaîne. Ne me parle pas de ça, je cringe juste à y penser. Mais non, il faut pas. Tu fais du bon contenu, donc il faut le dire. Il y a C'est gentil, dans la commu française, il y a encore Waked XY, Processus Thief, et commu anglaise. Je suis beaucoup Livewire Flow en ce moment. Il y a John Hammond, et un petit dernier. Est-ce que j'ai un nom? Non, c'est tout. On va s'arrêter là pour les promos des gens. Ok, c'est solide, je valide à 100% aussi. Je suis tous ces gens, effectivement, pas mal de qualité. Alors je ne m'auto-suis pas, par contre, on va arrêter là. Pour les débutants ou les gens qui sont intéressés par la cybersécurité qui nous regardent, est-ce que tu aurais un dernier conseil à leur donner pour leur future carrière ou plus? J'en ai peut-être deux que je donne assez souvent, même quand je donne des cours aussi. Le premier, le plus important, soyez humble. Vous pouvez pas tout savoir, les autres non plus. Si vous savez et que l'autre ne sait pas, ça fait pas de vous un super-héros. Donc il y a des gens qui savent quelque chose que vous ne savez pas et c'est toujours comme ça. Et vous, par contre, vous savez des choses que la personne en face ne sait pas. Et si vous gardez cette mentalité et que vous avez toujours soif d'apprendre, je pense que tout se passera en mieux. Et le deuxième conseil, c'est de s'amuser. Si on n'aime pas ce qu'on fait, arrêtez-vous. Que ce soit la cybersécurité, l'ébénisterie, la boulangerie, peu importe. Si à un moment donné vous trouvez que votre travail actuel ou votre activité actuelle, ça vous plaît pas du tout, ça vous fait royalement chier, si ça vous plaît pas, arrêtez-vous. Changez de voie. Essayez de nouvelles choses. C'est pas un tort de vouloir tester des trucs. On n'a qu'une vie et puis YOLO comme on dit. Hein. Excellent conseil. Merci beaucoup. J'ai une dernière chose à te demander, ça c'est la question que tu n'as pas eue. Est-ce que tu aurais prochain invité à me proposer? Et j'ai le regret de t'annoncer que non, je n'ai pas de prochain invité à proposer malheureusement. Si, peut-être Euz au final. Ouais, bah c'est Euz, ouais. Euz, ouais. C'est un formateur dont on parlait, Meetup HTB France, etc. Il gérait une équipe de pentesters avant, donc il peut avoir vraiment un peu plus un inside du métier encore intéressant, quoi. Et lui, il a passé des certifications SANS, GPN, etc. Intéressant, ok. Bon, impeccable. Fat, merci. Ouais, c'est un plaisir. Et à bientôt. Et à bientôt. À la prochaine. Des bisous. Ciao. Ciao.